Donc c'est parti les potes, on va parler des actualités de DYDX aujourd'hui. Encore une fois, ce live et cette vidéo pour ceux qui m'écouteront sur YouTube est aussi en partenariat avec DYDX. Donc moi mon rôle en tant que partenaire de DYDX, parce que je ne travaille pas directement pour la fondation, c'est de vous parler de ce qui se passe techniquement, de vous faire de la vulgarisation et aussi pousser les actualités. Donc essayer de faire un petit peu de conversion aussi. Donc si jamais vous comptez utiliser DYDX, n'hésitez pas à passer par mon lien que je vous mettrai dans le chat et dans la description pour pouvoir tester la plateforme. Moi, si j'ai des référals, je fais du volume, ça permet de valoriser, de continuer de travailler avec eux et aussi de montrer un petit peu l'impact que j'ai et celui de ma communauté. Donc c'est parti, DYDX, pas mal de choses. Donc on a eu des communications sur une nouvelle roadmap et une communication plus agressive sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc je vous donne pas de date précise parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre aussi des développements qui se font sur Cosmos. Mais on nous reparle de spot trading. On nous en parlait déjà à l'époque où la DYDX V4 n'était pas sortie. Donc spot trading, c'est quoi? Le fait de pouvoir acheter, vendre des crypto-monnaies et pas simplement trader sur des produits dérivés avec effet de levier. Le multi-asset margining, puisque aujourd'hui, quand vous tradez sur DYDX en perp, en fait, pour faire du trading sur marge, vous déposez des USDC, du stablecoin USDC, vous ne déposez pas des bitcoins ou des Ethers ou des Atoms ou des DYDX. Il compte faire en sorte que tu puisses utiliser d'autres actifs et pas seulement de l'USDC pour t'en servir de collatéral pour faire du trading sur marge. Donc ça, pareil, très très attendu, évidemment, parce que ça t'évite de devoir dans un premier temps vendre ton actif contre de l'USDC puis déposer de l'USDC. Donc ça va aussi quand même bien faciliter l'onboarding d'utilisateurs. Et le support de l'EVM, alors on en avait parlé dans une émission précédente où je vous parlais qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient faits avec un nouveau moteur de consensus Malachite qui va être pensé pour l'EVM, etc. Mais déjà dans un premier temps, il faut savoir que il y a eu des initiatives sympas. Donc pour vous parler justement de l'EVM, voilà, j'en parle ici. En fait, vous saviez... Oups, moi pas ma musique. En gros, on avait un projet qui s'appelait EVMOS sur Cosmos, qui était en fait le Cosmos SDK branché avec de l'EVM. Et bien ce projet a été open sourcé. Et maintenant, n'importe quelle blockchain qui utilise le Cosmos SDK peut se mettre à jour pour y intégrer de l'EVM. Avec un block time de l'ordre de 2 secondes à peu près par bloc. On n'a pas de visibilité sur les performances réelles. Donc évidemment, les performances seront toujours inférieures à celles de Cosmos. Mais il y a plein de choses qui sont possibles. Si tu cherches pas à avoir les performances absolues, tu peux intégrer l'EVM. Tu peux aussi, pourquoi pas, créer une sidechain Cosmos EVM et peut-être interconnecter ta blockchain de base et la blockchain EVM. C'est notamment ce que fait Hyperliquid d'une certaine façon. Hyperliquid, ils ont Hypercore d'un côté, qui est ultra performant, et ils ont une deuxième blockchain qui est la HyperEVM. Et après, ils font de l'interopérabilité entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Si tu fais deux blockchains distinctes, où tu peux potentiellement avoir le même set de validateurs qui fait fonctionner l'un et l'autre, donc en fait, tu mets le logiciel de la blockchain 1 et le logiciel de la blockchain 2 sur le même ordinateur, tu les fais fonctionner l'une et l'autre, et quand tu dois transvaser les jetons d'un côté et de l'autre, tu passes par IBC, et puis voilà. Moi, c'est comme ça que je ferais si j'étais à la tête d'une chaîne Cosmos ou de DYDX, tout simplement. Donc là, c'est pareil. À quel horizon ça va arriver le VM sur DYDX, je ne sais pas. Mais en tout cas, la possibilité, elle est là, puisque tu as tous les outils qui sont mis à disposition par le Cosmos SDK. Voilà. Ensuite, on va parler d'IBC Eureka, évidemment. Alors, IBC Eureka, j'en parle dans pas mal d'émissions. Je vais rentrer un peu plus dans les détails techniques cette fois, ça va vous intéresser. Donc, le principe d'IBC, c'est quoi? C'est comme pour un bridge, parce que vous allez me dire, en fait, c'est la même chose qu'un bridge, mais c'est beaucoup plus sécurisé qu'un bridge, c'est beaucoup mieux, et puis c'est souvent moins cher aussi. Vous allez pouvoir faire circuler un actif contre un autre actif très simplement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, vous dites, voilà, moi, j'ai de l'Ether sur la blockchain Base, et je vais obtenir de l'USDC sur la blockchain de mon choix, par exemple, Sei ou DYDX ou autre. Sélectionner le network, voilà, DYDX. Je définis mon montant. Hop, ensuite on me dit combien je reçois de l'autre côté et je connecte mon ou mes wallets. Donc, je vais le faire tout de suite. Premier wallet, deuxième wallet, comme ça j'ai accès à tout. Tu peux même mettre un wallet Solana, il gère tout. En fait, c'est ça qui est puissant, c'est que si vous voulez, ce connecteur IBC Eureka, il a été développé par la team de Skipgo. Skipgo qui fait déjà en fait un espèce de connecteur multi-chain, multi-technologie, etc. Donc ça, je vais vous en parler rapidement. En gros, j'ai tout sourcé et cet article, je vous le mets dans le chat, je vous le mets dans la description, il est disponible sur Coin Academy aussi. Il y a tout. Je vous montre Skipgo. Voilà. Donc vous allez voir que c'est très semblable entre le connecteur Skipgo, c'est les mêmes actifs d'ailleurs, et IBC Eureka. En fait, la team de Skip, elle est branchée à plein de technologies. Elle est branchée à IBC, elle est branchée à Axelar, elle est branchée à Union. Au Cosmos Hub, elle va être branchée à Hyperlane, bref.
L'idée, c'est quoi? C'est d'être un agrégateur de technologies d'interopérabilité pour vous proposer un système qui est sécurisé pour faire bouger vos actifs d'un point A à un point B. Et du coup, ça fait que toutes les blockchains qui vont exploiter IBC, donc c'est le cas de Cosmos, c'est le cas des autres blockchains de l'écosystème Cosmos, DYDX, excusez-moi, je me perds. C'est maintenant le cas d'Ethereum aussi, et ça va bientôt être le cas de différents Layer 2. Bref, voilà, tu connectes ton wallet, par exemple Rabi, hop, tu choisis, tu fais ton bridging et tu choisis la vitesse du bridging. Donc soit tu fais un truc ultra rapide qui prend 30 secondes, soit tu fais un truc plus lent qui coûte moins cher, qui devrait prendre plusieurs minutes. Mais du coup, tu peux passer soit par ce connecteur, soit par DYDX. Alors souvenez-vous, hier, pendant l'émission, on avait vu que j'arrivais pas à me connecter sur DYDX parce que je suis dans un hôtel à Dubaï et la connexion de mon hôtel bloque DYDX. J'ai trouvé la solution. Il suffit juste que j'utilise un VPN, mais un VPN sur mon navigateur Chrome. Normalement, ça devrait pas faire bugger le live. Confirmez-moi que ça ne bug pas, et là, si je rafraîchis, ça fonctionne. Je peux vous montrer DYDX. Donc, rien à signaler, tout fonctionne, c'est parfait, on peut faire un live sans bug, ça fait plaisir. Donc DYDX, pareil, tu connectes un wallet, soit un wallet Ethereum, soit un wallet Solana, soit un wallet Cosmos, donc Kepler, soit un autre type de wallet. Tu as tous ces wallets qui sont connectés là. Tu as même le connecteur Wallet Connect qui marche avec je ne sais pas combien de wallets. Tu peux mettre Ledger si tu le souhaites, ça fonctionne, enfin bref, tu as plein de possibilités. Moi pour l'exemple, je vais d'abord vous montrer un wallet Ethereum que je vais connecter. Hop, je fais la petite requête de signature. Donc ensuite pour déposer des actifs, vous voyez, je peux choisir sur quelle blockchain je dépose mes actifs. USDC. Je vois d'ailleurs que je peux déposer des Ethers et pas seulement de l'USDC, donc ça c'est cool. Il y a plein d'actifs qui peuvent être déposés. Ensuite, je pense que DYDX fait directement la conversion en USDC. Et pareil pour les retraits, il y a de plus en plus d'actifs qui sont ajoutés. Vous voyez, vous pouvez sortir sur même Solana. Hein. Vous pouvez cash out sur Solana, sur Base, Arbitrum, Ethereum, Avalanche. Voilà, c'est ça tout l'intérêt en fait de l'intégration de IBC Eureka. C'est que t'es plus là à galérer, à devoir faire des switches avant pour pouvoir faire fonctionner. Tu choisis... T'as l'habitude d'être sur Solana, tu peux passer sur DYDX. T'as l'habitude d'être sur Cosmos, tu peux. T'as l'habitude sur Ethereum, tu peux. Est-ce que DYDX a les mêmes failles qu'Hyperliquid avec les histoires de vol qui est fait vite? Non, parce que de ce que j'ai compris, ils sont beaucoup plus sages sur les paramètres justement de sécurité pour éviter que ça arrive. Et DYDX, il faut savoir que ça fait 7 ans que ça existe et que ça tourne toujours très bien. Voilà. Le Megavolt existe depuis 7 ans. Non, le Megavolt, c'est tout frais. Le Megavolt, pour le coup, c'est tout frais. Mais la plateforme de trading, elle existe depuis un paquet d'années. Si jamais il y a, pour ceux qui aiment faire du trading sur les produits dérivés avec effet de levier ou non, pouvoir long, pouvoir short, etc., il faut savoir que depuis peu, il y a une nouvelle campagne incitative aussi qui a été mise en place par DYDX, ça s'appelle DYDX Surge. En gros, chaque mois, quand vous utilisez la plateforme de différentes façons, vous gagnez des points. Donc je vous montre le leaderboard. Voilà. Et avec ces points, vous vous qualifiez pour toucher des jetons DYDX. Donc il y a une sorte de snapshot qui est fait chaque mois, et en fonction de votre nombre de points, vous gagnez plus ou moins de jetons. Comment gagner des points? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a en utilisant la plateforme, en faisant des trades, en utilisant aussi simplement l'interface. Donc ça, j'ai pas très bien compris, donne pas trop de détails, mais je pense que si tu utilises le Megavolt, et peut-être en faisant des actions très spécifiques, et ils diront après coup, ce type d'action, elle est valorisée. Et aussi, si tu stakes des jetons. Voilà, si tu délègues des jetons DYDX à des validateurs, ou que tu utilises des marchés boostés, en gros, ils vont annoncer certains marchés qui seront boostés, tu peux avoir des multiplicateurs de points. Voilà, donc ils vous donnent plusieurs options. Voilà, effectuer des trades, staker vos jetons, utiliser marchés boostés. Réactiver des vieux portefeuilles si vous avez déjà utilisé DYDX V3 par le passé ou la V4 à ses débuts. Et vous pouvez avoir jusqu'à 10 fois plus de points si vous cumulez les multiplicateurs. Voilà, donc je vous laisse le lien en description si jamais vous voulez utiliser la plateforme. N'hésitez pas, ça me soutient. Et on me demande est-ce qu'il y a un airdrop? C'est pas vraiment un airdrop, c'est de la distribution de jetons. Si tu veux appeler ça airdrop, tu peux. En gros, il y a une proposition de gouvernance. Voilà, c'était ça que je cherchais. Du 1er avril au 31 décembre 2025, donc pendant 9 mois, ça fait 9 saisons, 1 mois par saison. Tu peux avoir jusqu'à 2,2 millions de dollars en DYDX qui sont distribués chaque mois. Voilà, parce qu'ils ont alloué un budget entre 13 et 20 milliards de dollars. 20 millions, pardon, pas milliards. 20 millions de dollars. Comme ça restimule l'activité. Parce qu'on le sait, les incitations économiques, c'est le nerf de la guerre pour maintenir l'activité, pour valoriser le jeton, valoriser la plateforme, etc. Et donc, du coup, ils se sont dit, bah vas-y, on a une grosse trésorerie de jetons, et ben on débloque un petit peu de budget pour pousser l'activité. Et comme ça permet de maintenir l'écosystème.
En sachant que ce qui valorise vraiment DYDX, et ça c'est important de le comprendre, c'est que DYDX essaie vraiment de pousser dans la décentralisation par le nombre de validateurs. Par exemple, si tu fais Kepler Wallet DYDX, comme ceci, hop, j'attends que ça charge. Vous voyez, hein, ça va assez vite avec le VPN quand même. Tu peux voir qu'il y a un réseau de 59 validateurs actuellement, distincts les uns des autres, voilà, pour participer à la gouvernance. Mais au-delà de ça, quand tu vas dans DYDX Grants, par exemple, tu as en fait un suivi de comment est dépensé l'argent. En gros, tu as une trésorerie communautaire. J'en ai parlé dans mon article d'ailleurs, elle est là, DYDX Treasury, voilà. Tu as plusieurs trésoreries, tu as la trésorerie DYDX Trading et tu as la trésorerie communautaire. Et en fait, tu as des propositions de gouvernance qui sont faites pour dépenser cet argent. Et par exemple, les incitations économiques que je vous ai montré plus tôt, c'est aller piocher dans la trésorerie communautaire. Et tu peux avoir aussi des fonds qui sont dépensés pour le développement de l'activité. Par exemple, tu vois, là, tu as 36 000 $ qui ont été débloqués récemment pour l'entreprise Nethermind, qui est une entreprise qui fait des clients validateurs. D'ailleurs, tu as le cofondateur de Nethermind maintenant qui est rentré en tant que directeur, je crois, de l'Ethereum Foundation, bref. Et tu vois, ce budget est alloué pendant 12 mois pour développer des points API, améliorer le protocole, améliorer le client, etc. pour pouvoir ensuite développer des nouvelles choses sur DYDX. Mais tu as d'autres types de crowns. Par exemple, tu peux voir que le média Cointelegraph, qui est un des plus gros médias crypto, ils ont débloqué 50 000 $ sur 6 mois. Donc là, j'imagine, ça va être pour faire des articles. Donc que ce soit des dépenses en développement, des dépenses marketing, des partenariats stratégiques, des incitations économiques, toutes sortes de choses, il y a des grants qui peuvent être débloqués. Tu vois, pareil avec Bain Crypto, ils ont débloqué un grant. Nous aussi, Coin Academy, par le passé, on a débloqué un grant. Hein, tout ça, c'est traçable. Donc en fait, dépenser l'argent de façon décentralisée et traçable. C'est pas vas-y, je rencontre un mec, je lui dis deal, je lui débloque du budget, on sait pas où ça passe, on connaît pas la pression vendeuse, etc. Non. Tout est traçable chez DYDX et c'est ça qui fait quand même que on est dans la philosophie de la crypto-monnaie, de la blockchain. C'est pas un mec dans un bureau qui dit on dépense ici, on dépense pas là, lui je l'aime pas, lui je l'aime bien, etc. C'est toujours géré avec des forums, des discussions, c'est carré, tu vois. C'est ultra carré. Donc ça fait plaisir de bosser avec eux sur ça, évidemment. Je continue mes explications. J'ai pas fini. On va parler maintenant d'IBC. Parce que je vous ai parlé d'IBC V2, il y a eu une V1. Donc la base d'IBC, c'est une technologie qui sert à faire transiter des crypto-monnaies d'une blockchain A à une blockchain B, qui a été faite principalement pour l'écosystème Cosmos, mais en fait IBC aurait pu être intégré à d'autres blockchains. Le problème, c'est que c'est très dur à intégrer, et qu'en fait c'est tellement dur à intégrer qu'il y a quasiment personne à part les blockchains de l'écosystème Cosmos qui l'ont fait. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu d'autres solutions moins sécurisées comme les bridges qui ont été mises en place, où c'est souvent des multisignatures qui sont mises en place, et le problème c'est que dans un système multisignature, si tu arrives à pirater un certain nombre de signatures, tu arrives à pirater l'intégralité des fonds. On a eu tellement de hacks qui se sont passés dans cet écosystème à cause de ça. IBC est une solution supérieure parce qu'elle profite en fait de la sécurité économique des blockchains où transitent les fonds. Par exemple, tu vois, on te dit... ça c'est un exemple pour un bridge. Donc, dans un système hors Cosmos, un système avec juste des bridges, qu'est-ce qui se passe? On dépose un actif natif, par exemple des bitcoins, dans un coffre, et ensuite on crée l'équivalent de cet actif sur la blockchain de destination. Du coup, ça fait que si tu arrives à pirater sur la chaîne originelle, sur la chaîne de destination l'actif, ça crée un écart parce que c'est comme si tu avais créé le jeton en double. Donc ça fout un bordel pas possible. Donc c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Du coup, IBC V1, la technologie originelle, t'as une technologie où, comment je pourrais expliquer ça vulgairement, quand tu veux faire transiter les fonds d'une blockchain A, comme Cosmos Hub, à une blockchain B, comme par exemple Osmosis ou DYDX ou autre, profite de la sécurité économique du réseau de validateurs de la blockchain A et de la blockchain B. Donc tu es obligé de corrompre les deux blockchains pour fusiller le système. Donc il y a déjà eu des failles qui ont été découvertes sur IBC et qui ont été corrigées, mais jamais aucune faille qui a été exploitée. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu un seul piratage notable sur les blockchains de l'écosystème IBC. Donc ça en fait vraiment un système très 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 sécurisé. Ouais, minuit passé à Dubaï, tout à fait. Et le truc, c'est que pour avoir un tel niveau de fiabilité, ça nécessite de mettre en place je ne sais combien de systèmes de sécurité, et c'est pour ça que, à part les blockchains de l'écosystème Cosmos, personne n'avait intégré IBC. Donc du coup, avec l'évolution de tout ce qui est technologie Zero Knowledge, vous savez, les ZK de SP1, RIS0, patati patata, l'équipe qui gère les développements sur Cosmos a inventé un compromis avec IBC V2. C'est-à-dire que
Avec IBC V2, tu choisis ton niveau de sécurité. Tu peux avoir le même système qu'avant, où en fait, tu as des sécurités dans tous les sens sur la blockchain émettrice et sur la blockchain de destination. Ou tu peux choisir de rogner un petit peu sur la sécurité, si on peut dire ça comme ça, où en fait, tu profites toujours de la sécurité économique du Cosmos Hub, mais si par exemple ta blockchain de destination c'est Ethereum, et bien simplement tu vas exploiter la technologie ZK qui est beaucoup moins coûteuse, et ça reste un niveau de sécurité suffisant. Alors, c'est très vulgairement expliqué comme ça. Je vous laisse d'ailleurs dans cet article que je vous remets dans le chat et dans la description une explication beaucoup plus détaillée qui rentre dans les détails, etc. Plus d'infos sur IBC Eureka, tout qui est expliqué ici. Mais en gros, dans les grandes lignes, voilà, on garde un niveau de sécurité suffisant avec la sécurité économique du côté de Cosmos Hub ou du node blockchain de l'écosystème Cosmos, hein, et des ZK Provers du côté d'Ethereum, ce qui fait que tu consommes pas un nombre incalculable de gaz sur Ethereum, parce qu'évidemment, tous ces niveaux de sécurité, si tu intégrais la technologie IBC V1 sur Ethereum, ça prendrait un temps monstrueux, ça coûterait un gaz monstrueux, donc la transaction coûterait trop cher, personne ne l'utiliserait et c'est pas le but. Donc là, ils ont fait un peu les compromis. Et si on retourne, juste pour l'exemple, sur IBC Eureka, et que par exemple, on veut faire transiter un Ether de la blockchain Ethereum à de l'USDC sur le DYDX protocole, par exemple, on veut... allez, on va mettre 0,1 Ether, ça fait $140 à peu près. Très peu de différence de frais. Alors l'estimation, elle est un tout petit peu incorrecte. Ils bullshit un petit peu parce qu'ils ne prennent pas en considération les frais de gaz du côté d'Ethereum. Donc tu rajoutes un tout petit peu plus, mais ça va coûter quelques dizaines de centimes, voire $1, voire dans les pics d'usage sur Ethereum $2, mais guère plus. Et ça te permet surtout d'avoir un système très sécurisé, très rapide pour transiter entre l'écosystème Ethereum et Cosmos. Et c'est natif au Cosmos Hub, donc c'est carré. Donc c'est un gros bond en avant et je pense qu'ils vont pouvoir continuer d'optimiser le process pour réduire encore les frais au fur et à mesure. Surtout qu'avec la mise à jour Ethereum Pectra, on va pouvoir agréger plusieurs types de transactions en une seule, avec notamment l'abstraction de compte et aussi l'agrégation des signatures. Donc on va peut-être encore pouvoir baisser les frais du côté d'Ethereum. Donc l'interopérabilité entre Ethereum, Cosmos, Solana, elle arrive. Enfin, ça fait des années qu'on en parle et elle arrive enfin. Voilà pour IBC V2 du coup. Plus de simplicité pour l'intégration, ce qui fait que les blockchains qui souhaitent intégrer IBC peuvent le faire en quelques semaines d'intégration si elles s'y mettent vraiment sérieusement. Et du coup, attendez-vous à le voir sur Solana, sur Starknet, sur plein de blockchains qui vont arriver de l'écosystème. Une réduction drastique des coûts pour les chaînes non Cosmos. Ensuite, comment DYDX compte s'intégrer à plus d'écosystèmes? Bah ça, c'est ce que je vous disais avec IBC Eureka d'un côté, mais aussi SkipGo de l'autre. Voilà. De plus en plus d'écosystèmes, et notamment on peut voir dans la documentation SkipGo que la prochaine étape ce sont les layers 2 Ethereum, et c'est prévu pour le deuxième trimestre 2025. On a aussi le programme de buyback qui a été mis en place sur DYDX, enfin qui a été voté, mais qui n'a pas encore été totalement mis en place. Petite info, exclue, voilà, j'ai discuté avec déjà DYDX. Les buybacks vont commencer d'ici une semaine, voire un tout petit peu plus d'une semaine, mais guère plus. Et on devrait avoir des ressources en ligne qui permettront de suivre ça avec attention, comme le wallet qui va se gérer les buybacks, et une interface qui permettra de voir l'évolution. Donc, pour commencer, 25% des revenus nets de DYDX vont servir à buyback du jeton DYDX, puis les jetons qui vont être buyback vont être stakés. Donc, ça va participer à la sécurité économique du réseau, et ça va aussi permettre à la fondation de faire des revenus. Après, si la communauté a envie de voter des nouvelles choses pour réutiliser ces jetons, elle le peut, de toute façon c'est décentralisé. Et pour le reste des revenus, il y en a une partie qui vont dans la sub-DAO pour justement financer des développements, une partie pour le yield du Megavolt, pour améliorer la liquidité du protocole, et aussi pour les récompenses de staking. Et aujourd'hui on est à 25% des revenus qui servent à buyback, mais on pourrait passer très bien à 35%, 50%, 75%. Là aussi, ça va dépendre des votes de la communauté. C'est la communauté qui décide, tout simplement. Petit rappel, du coup, spot trading qui pourrait arriver cette année, la possibilité de faire du multi-asset collatéral, donc déposer d'autres actifs autres que l'USDC pour s'en servir comme garantie, le support de l'EVM, voilà. Et aussi, au niveau des unlocks de jetons, on arrive sur la fin. En tout cas, pour les investisseurs, à partir de juin 2026, tous les jetons des investisseurs seront débloqués.
tout le reste des jetons qui seront débloqués, après, ce sera pour la trésorerie communautaire. Donc, c'est pas une pression vendeuse constante. Donc, la pression vendeuse liée aux investisseurs, elle commence à être atténuée. Pour ceux que ça intéresse, si jamais vous êtes tenté d'utiliser le jeton, que ce soit pour le staker, pour farmer des points, ou parce que vous croyez au protocole, etc. Ensuite, on apprend aussi dans le bloc officiel sur la roadmap qu'il y a le pré-market qui va arriver. Voilà. Support pre-launch and real-world asset. Donc pré-launch, c'est vrai que ça manquait de pouvoir spéculer sur le prix futur d'un jeton qui n'est pas encore sorti, comme c'est le cas chez les concurrents, que ce soit des exchanges centralisés ou décentralisés. Et on voit aussi updating the protocol pour les real-world assets. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les real-world assets? Est-ce que tu auras directement la possibilité de trader des real-world assets, ou est-ce que ça va être des actifs du monde réel qui auront leurs propres produits dérivés comme l'or, l'argent, les métaux précieux, le pétrole, etc. Pas plus de détails, mais c'est comme ça que je l'entends en tout cas, en lisant ça. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, depuis le 1er avril, si jamais vous êtes trader, vous avez la possibilité d'utiliser la plateforme et de gagner des points pour toucher des jetons DYDX. Donc potentiellement, si vous tradez beaucoup, peut-être que vous allez pouvoir vous faire rembourser l'intégralité de vos frais de trading avec ce système de points. Donc vous pouvez trader gratuitement. Je vous parle uniquement des frais, bien sûr. Après, si vous réussissez vos trades, vous gagnez des sous. Si vous perdez vos trades, vous perdez des sous. Hein, ils ne vont pas vous rembourser. Mais quand je vous dis gratuitement, c'est que quand vous placez des ordres à l'achat ou à la vente, donc long ou short, vous payez des frais. Mais si d'un autre côté DYDX vous redistribue des DYDX parce que vous générez des points, peut-être que tous les frais vont être remboursés en DYDX. Donc ça peut devenir intéressant si jamais vous avez envie de tester le produit. Donc je vous remets encore une fois mon lien. J'ai mis le lien sur Twitch et si vous m'écoutez sur YouTube, même chose, vous avez le lien en description. Je vous laisse aussi encore une fois le lien de cet article si vous voulez lire tout ça à tête reposée. Et j'ai mis plein d'articles utiles sur le buyback programme, TCT, BC Eureka, avoir plus d'informations, le blog. Voilà. Vous avez tous les liens utiles, toutes les explications pour ceux qui ont envie de gratter. Et pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, merci beaucoup de m'avoir écouté. Tous les liens utiles en description. Encore une fois, laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très vite.